Luc Simonet m'a appelé, vous étiez avec Luc Simonet de la Ligue des Optimistes. Vous êtes Philippe, alors j'aime beaucoup votre nom, qui a un peu des accents d'ailleurs. Oui, c'est des accents soit africains, soit italiens ou polonais. Je suis d'origine polonaise. Et donc ça se dit Boboła. Ah, Boboła. Mais le L polonais francisé, ça donne Bobola. Donc comme depuis plusieurs générations, c'est Bobola, on va rester là. Donc Philippe Boboła. Et vous êtes physicien de métier ou de formation? Alors, au départ, je suis physicien théoricien. J'ai fait de la physique pendant plusieurs années. Et puis je suis devenu biologiste. Je voulais comprendre la complexité du vivant. Mais j'avais une insatisfaction à la fois par rapport à la physique qui me semblait trop réductrice. La biologie m'a un petit peu déçu aussi parce que on avait une vision encore réductrice, bien que plus souple. Et je suis donc devenu anthropologue. L'anthropologie est une discipline qui ne juge pas, qui observe. À la question « est-ce que Dieu existe ?», l'anthropologue dira « c'est intéressant de savoir pourquoi certaines personnes pensent qu'un Dieu existe ». Et l'anthropologie est une discipline très intéressante puisque pour moi c'est l'antidote de la mondialisation. C'est-à-dire C'est-à-dire que les sociétés traditionnelles, il y en a un certain nombre, les sociétés dites racines qui se définissent par rapport à leur territoire, il y en a à peu près 300 millions. Et ces sociétés ont une autre relation au monde qui m'intéresse, ils ont une autre façon de relationner entre eux. Et ils ont une capacité à être plus heureux que nous. Ah bon? Oui. Et alors, où ça, quand ça, comment ça se manifeste? Pourquoi ils sont plus heureux? Vous avez beaucoup de questions. Oui, beaucoup. Vous avez 2 jours pour y répondre. Je vais essayer d'être concis. Alors, je crois que pour moi, quand on arrive à être en harmonie avec l'univers, avec la nature, avec les animaux, les minéraux, les végétaux, il y a comme un phénomène que le physicien appellerait résonance, et il y a une unité qui se crée. Et de cette unité naît un équilibre. Alors dans nos sociétés, on cherche le produit national brut, il faudrait chercher le produit de bonheur brut. C'est vrai que la modernité a permis d'avoir un confort plus agréable, mais est-ce qu'on est pour autant plus heureux? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la question. C'est une question qui m'a hanté, je ne peux pas savoir si les atomes sont heureux, mais en tous les cas ils communiquent entre eux, et de la communication naît une harmonie. Donc pour vous moi... êtes vraiment posé la question de si les atomes étaient heureux? Oui, oui. Mais est-ce que les atomes ont une conscience? Il semblerait qu'il y ait une sorte de conscience minimaliste, sans faire de l'anthropocentrisme. C'est ce que voyait le père Teilhard de Chardin, il parlait de feuillet alpha et comme la matière, il la voyait comme étant faite à 99% de matière et même 99,99% de matière et 0,01% d'esprit. Et puis il envisageait un point opposé à la matière qui serait fait de 99,99% d'esprit et 0,01 de matière qu'il appelait le Christ Oméga. Alors sans rentrer dans une vision... Le Christo-méga ou le Christ-Oméga? Mais c'est basé... Ou le point Oméga. C'est basé sur la science pure et dure, comme les cartésiens aiment bien prouver avec des belles équations, ou bien c'est une intuition ou une projection? Non, on peut le développer. Par exemple, on s'aperçoit que la lumière est capable d'avoir des réactions. Alors nous, on voit ça comme... on va être un peu plus précis. Alors, on fait l'expérience suivante. En mécanique quantique, la lumière, elle a soit une dimension corpusculaire, voilà, on va l'exprimer comme ça, soit une dimension ondulatoire, elle est plus éloquente. Et on s'aperçoit que quand on veut espionner la lumière pour savoir quel habit elle a décidé de revêtir, eh bien, elle va tour à tour se dissimuler. Et elle se mettra dans sa forme corpusculaire, comme si parfois elle pouvait anticiper. Alors je sais bien que certains collègues diront qu'on va au-delà de ce que les équations peuvent nous dire, mais pour moi, la conscience est liée à l'énergie, il y a une proximité,
C'est vrai que ma formation de physicien et de biologiste m'a permis de comprendre que nous sommes faits comme les plantes de molécules. On a les mêmes molécules, des protéines, des glucides, des lipides. Il y a de l'énergie qui circule, il y a des courants qui circulent chez la plante et il y a une certaine proximité. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de conscience qui s'est complexifiée avec le temps. Et la vision qu'avait le père Teilhard de Chardin, c'est d'envisager ce qu'il appelait la montée de complexité croissante. C'est-à-dire que depuis les minéraux, en passant par les animaux, les végétaux, les mammifères, les hommes, sans oublier les poissons, les batraciens, les reptiles et les dinosaures, il y a une montée de complexité croissante. Et il disait qu'il fallait... une pierre aurait une certaine conscience, et plus on va, par exemple, jusqu'à l'homme, où là, la conscience est plus développée. Plus complexe. Plus complexe. Plus complexe. C'est étonnant. Alors, mais est-ce qu'il faut avoir une conscience pour être heureux ? Non, pour moi, alors je vais donner une définition qui sera tour à tour une définition de physicien, de biologiste et d'anthropologue. Pour moi, on est heureux quand il y a un sentiment d'unité. On rejoint d'ailleurs la spiritualité. Ce que Pascal appelait les journées de feu, quand il y a des illuminations mystiques, les gens vous disent qu'ils ont le sentiment d'une unité. Ils sont unifiés à eux-mêmes, dans le cosmos, dans la nature. Et pour moi, la matière, inerte ou vivante, elle a cette capacité de pouvoir résonner au sens vibratoire du terme avec le milieu dans lequel elle évolue, et il y a ce sentiment d'unité. L'homme, c'est plus complexe parce qu'il a une intelligence qui peut être tour à tour l'intelligence du cœur ou l'intelligence abstraite. Il a lui aussi cette capacité de ressentir ce tout, mais c'est plus difficile peut-être pour lui. On dit qu'il faut beaucoup de temps pour redevenir un enfant. L'enfant a cette capacité d'être dans un tout fusionnel. Il va progressivement se détacher de ce tout fusionnel pour s'individuer. Peut-être que nous avons une difficulté, c'est-à-dire ce que la nature est capable de faire aisément, nous avons du mal à le faire. Donc pour être heureux, il faudrait un peu désapprendre ce qui nous sépare de cette unité ? Oui. Disons que moi, quand je regarde le comportement d'un atome ou d'une collectivité d'atomes, ils communiquent entre eux, ils vont émettre, recevoir, et ils communiquent relativement bien. Quand on regarde la communauté des cellules qui constituent un corps, les cellules communiquent relativement bien, sauf s'il y a une pathologie qui vient s'insérer dans un corps. Mais ça communique bien, et on retrouve des lois de communication, d'échange entre l'extérieur, l'intérieur. Il y a une communication matérielle, une communication vibratoire qu'on commence à comprendre. Et l'ensemble des cellules fonctionne d'une façon complémentaire, en synergie, en unité. Et quand on regarde comment l'homme communique, c'est plus difficile. Et donc on a du mal déjà à communiquer avec soi-même. Il faut beaucoup de temps pour se construire, pour avoir ce sentiment de complétude, d'unité, avec soi-même et avec les autres. Alors ce que m'ont appris les sociétés traditionnelles, c'est que finalement pour eux, le secret d'une harmonie bonheur, c'est un équilibre de soi à soi, de soi aux autres et de soi au cosmos. Alors, je l'ai présenté à la façon occidentale, je vais le présenter à la façon des sociétés traditionnelles. Le plus important, c'est d'avoir un équilibre de soi au monde et de soi au cosmos, de soi à la nature. Ensuite, si on a cet équilibre, ça va rétroagir sur un équilibre de soi aux autres, et enfin, on aura un équilibre de soi à soi. Et quand les trois équilibres sont présents dans une société, la société, elle est équilibrée, harmonisée, et force est de constater que dans les petites ethnies, il n'y a pas besoin de force de l'ordre, on comprend la nature et donc on n'a pas besoin de morale ni de déontologie. L'éthique, pour moi, c'est l'esthétique de l'esprit. Et donc quand on arrive à ce niveau-là, d'équilibre et d'harmonie, je pense qu'il y a une notion de bonheur qui émerge. Alors ça permet de comprendre que la plante, elle a cet équilibre, les minéraux ont cet équilibre, les atomes et les molécules ont cet équilibre, donc ils ont, d'une certaine façon, pour moi, cet équilibre de bonheur et d'harmonie. J'ai travaillé au Guatemala et dans des ruines mayas, et les Mayas se sont entretués. Est-ce que c'est pas idéaliser les sociétés primitives que de se dire qu'ils sont en harmonie je me fais l'avocat de diable. Mais est-ce qu'ils sont autant en harmonie que ça ensemble avec la nature ? Ça ne leur empêche pas d'avoir des conflits, mais je crois que ce qu'ils ont compris, c'est qu'il y a un continuum entre la nature et eux, précisément entre les minéraux, les animaux, les végétaux et eux. Et même s'il y a des conflits, parce qu'il n'y a pas de société sans conflit,
il y a un sentiment de lien avec le cosmos, le tout, et quand on connaît ce lien, d'ailleurs c'est ce que nous disent les gens qui ont eu la chance d'avoir une illumination, un mysticisme, ils nous disent que on a un sentiment de complétude, d'unité, d'harmonie, et pour moi, quand on a ces trois éléments, on est sur le chemin du bonheur. Et est-ce que c'est possible à ce moment-là, parce que c'est aussi souvent dans ces communautés primitives, des petites communautés, est-ce que c'est possible avec ce monde, avec ces milliards d'hommes, ces mégapoles, est-ce que c'est un bon modèle pour nous, les sociétés primitives? Quand on passe d'une petite échelle à une grosse échelle, évidemment, ça change beaucoup de choses, mais je pense que déjà, s'inspirer de leur philosophie, il y a une véritable philosophie du sauvage, qu'on a considéré à tort comme un primitif, c'est-à-dire que déjà, il y a une notion d'équilibre collectif. Nous, on a du mal à l'avoir, on voit bien qu'en couple, déjà, il y a des tensions, dans une société, il y a des tensions, on travaille dans une entreprise, il y a des tensions, et il y a des tensions pour différentes raisons, parce que déjà, premièrement, on a du mal à comprendre l'autre. On a souvent des charges émotionnelles qui font que l'autre, sans le savoir, appuie dessus. Et il y a des peurs qui sont présentes, qu'on voit moins souvent dans les sociétés traditionnelles. Et puis surtout, les sociétés traditionnelles, force est de constater qu'ils ont eu une pensée écologique qui était dans la bonne direction. Alors je m'intéresse à une ethnie qui s'appelle les Kogi, qui vivent en Colombie, et pendant des années, ça fait maintenant plus de 50 ans, qui disent que la Terre étant un organisme vivant, ce qui a été prouvé par un biologiste qui s'appelle James Lovelock, il appelle ça la théorie Gaïa, Gaïa étant la déesse de la Terre chez les Grecs anciens. Les Kogi considéraient que quand on puise dans les entrailles de la Terre des minéraux, c'est comme si on enlevait les oligo-éléments d'un organisme humain, dans un organisme humain. Et donc ils disaient il faut faire attention de puiser trop les minéraux de la Terre, les métaux, etc. Et notamment, un métal qui leur est très précieux, c'est l'or qui s'appelle Nuiva. Un géophysicien russe du nom de Dmitriev, Alexei Dmitriev, a étudié les courants qui circulent à la surface de la Terre et qui sont couplés avec des courants qui circulent dans l'atmosphère. Et il se trouve que dans les régions où on a beaucoup puisé les métaux du sol, eh bien, ça dérégule la circulation de ces courants et ça dérégule aussi la circulation des courants dans l'atmosphère. Et ça serait pour lui la cause des nombreux cyclones qui ravagent certaines régions. Donc une pensée intuitive qui peut paraître poétique, naïve, et en fin de compte basée sur du bon sens. Pour eux, la Terre, c'est pas simplement un territoire qu'ils habitent, c'est le cœur du monde, le cœur de la vie, c'est un être vivant. Et la Terre est un être vivant. À l'intérieur de la Terre, on trouve des bactéries, on trouve des champignons, on trouve des protozoaires, on trouve plein d'organismes vivants, sans parler des vers de terre, etc., etc. Ce qui prouve que tous ces éléments fonctionnent en synergie, communiquent entre eux, et c'est ça qui donne la vie. Et donc on peut véritablement considérer, d'un point de vue biologique comme d'un point de vue écologique, que la Terre est un organisme vivant. Et peut-être ce qu'ils ont à nous apprendre, c'est que l'animisme, il ne s'agit pas de mettre de l'animisme dans nos sociétés, mais ça amène à respecter un minéral ou un végétal parce qu'on a ce sentiment de continuité, de proximité avec le monde qui nous entoure. Et on est dans un équilibre fusionnel, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on n'est pas un caillou ou une plante, mais on sait qu'il y a cette proximité, et à ce moment-là, on va considérer la plante comme un être respectable et respecté, qu'on ne va pas accueillir comme ça sans demander la permission à un esprit. Ce que m'a fait comprendre l'anthropologie, c'est que sous des regards naïfs, il y a une philosophie extrêmement profonde, que la logique qui sous-tend ces sociétés, c'est la logique des physiciens. On retrouve des propriétés que les physiciens, dans une science qui est devenue très populaire, la mécanique quantique, ont découvert, et que véritablement les sociétés racines, les sociétés premières, comme on les appelle maintenant, ont un message à nous donner. Alors, c'est vrai que passer d'un petit groupe à un grand groupe, c'est pas la même chose, mais par contre, maintenir une philosophie du vivant et du cosmos, s'inspirer de leur façon de relationner au monde, je crois que ça serait une belle chose. Adapter leur philosophie à notre monde. Alors, dans les entreprises, effectivement, il y a aussi à conquérir un développement personnel. Je crois qu'on est en période de crise. La crise, c'est l'opportunité pour changer.
S'il n'y avait pas de changement, il n'y aurait pas de progrès, et ceux qui ne veulent pas changer d'avis ne sont pas capables de faire rentrer dans leur vie le changement et la modification. Et donc le fait qu'il y ait cette crise, ça me fait penser à une pensée chinoise qui dit que lorsque la chenille commence à sentir les soubresauts de la transformation, elle en a peur, c'est pour elle la fin du monde, alors qu'en réalité c'est un splendide papillon. Alors je sais bien qu'il y a une période où effectivement on parle de délocalisation, de perte d'emploi. Il faut peut-être reconsidérer l'entreprise, utiliser de nouveaux paradigmes. Je crois que le 19e siècle a été basé sur la chimie, le 20e siècle sur la physique, et le 21e siècle va être un siècle où on va devoir se pencher sur l'information, dans la communication, dans la relation aux autres, dans la relation à soi, dans la relation au cosmos. Et arriver à unir ce qu'on pourrait appeler un développement personnel et des objectifs de l'entreprise, c'est un peu l'enjeu du XXIe siècle. Pour moi, l'entreprise, c'est un système, voilà, comme un atome, une molécule ou un corps ou une cellule. Les individus, il faut les considérer comme des entités qui sont aussi en continuité. Quand on rentre dans l'entreprise et qu'on a des émotions, on ne les laisse pas au vestiaire comme on laisse un porte-manteau, voilà, ou un manteau plus exactement. On les apporte avec nous dans l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, on a des moyens qui sont basés sur la neurophysiologie, de comprendre que finalement, à la question est-ce que la pensée est conjointe avec l'émotion, est-ce que c'est la pensée qui crée l'émotion ou l'émotion qui précède la pensée, c'est l'émotion qui précède la pensée. Et donc on a véritablement à retrouver un sens. Les sociétés traditionnelles ont un sens, même s'ils sont confrontés au progrès. Finalement, on n'est pas si éloigné d'eux puisqu'on doit se débarrasser de l'inutile et garder l'utile. C'est l'éternel problème, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est inutile. Il faut éliminer l'inutilité de l'utilité et garder l'utilité de l'inutilité. Donc dans cette dialectique un petit peu difficile, on est amené à élaguer, à épurer, et c'est le sens étymologique de crise. Ça vient du sanskrit, ça veut dire donner, purifier, nettoyer. C'est aussi la faculté de jugement qui est nécessaire pour prendre une décision, et c'est également la capacité de briser et de séparer. Et donc la crise qui est difficile quand on la vit, on n'aime pas vivre une crise, on aime l'avoir vécue, c'est comme écrire. Il y a des gens qui n'aiment pas écrire, ils aiment avoir écrit, c'est ce que disait Paul Morand. Et bien cette crise, elle nous oblige un petit peu à changer notre regard sur le monde, notre regard sur nous-mêmes. Et on s'aperçoit que finalement l'économie n'a pas créé le bonheur. L'économie a créé peut-être un progrès matériel, mais le bonheur, c'est quelque chose qui va au-delà d'un progrès matériel. C'est sûr qu'on est assis plus confortablement, on a peut-être moins... On pourrait avoir les deux, hein. C'est-à-dire elle pourrait accompagner un bien-être tout à fait. Global. Je crois que c'est l'évolution, il y a deux spirales. Il y a une première spirale qui est la spirale d'ascension du progrès matériel, mais il doit y avoir également une spirale d'ascension du bonheur et de l'épanouissement personnel. Et donc, on a encore une vision très individuelle du bonheur. Il faudrait qu'on ait une vision collective. Ce qui est intéressant dans les sociétés traditionnelles, si un individu est triste, eh bien on va considérer que la société a créé une tristesse et c'est la société qu'il faut modifier. Ce n'est pas l'individu qu'on doit mettre sous Prozac ou antidépresseur. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant pour les banlieues aussi. Je crois aussi qu'on a à comprendre qu'un désir qui naît de la joie est plus fort qu'un désir qui naît de la tristesse. C'est ce que disait Spinoza dans l'Éthique. Et dans les entreprises, il y a tout à faire. Et d'une façon générale, quand on regarde les sciences, l'astrophysique, il n'y a plus que 5% de matière visible, 95% est invisible, fait de matière noire et d'énergie sombre. Donc je disais à un astronome que c'était vraiment pour lui très intéressant de devoir à nouveau retrouver une discipline qui doit reconquérir pleinement sa lumière. On voit bien que... beau, donc il était un peu déprimé. On voit bien que les économistes sont amenés à revoir leur copie. L'entreprise également, elle est amenée à essayer de résoudre la quadrature du cercle. Je crois qu'on arrive à la fin d'une époque où nos certitudes qu'on a pu avoir, et on a exploré certains chemins, il faut vraiment les reconsidérer pour arriver à allier un progrès matériel et un progrès spirituel et un progrès de bonheur. Ce que j'appelle spiritualité, c'est tout simplement avoir un développement à la fois individuel et collectif.
Et c'est peut-être ça la philosophie des peuples premiers que nous devons mettre dans nos vies, tout en les adaptant par rapport aux situations qui sont les nôtres. Il ne s'agit pas de faire un transfert de bonheur brut comme on fait un transfert de technologie. Pourquoi vous avez dit que donc ces sociétés primitives, comme on les appelle, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut les appeler. Non, première, on dit les maintenant. sociétés premières, vous avez dit qu'elles allaient du macro vers le micro et que nous on allait du soi vers... Oui, le cosmos. Pourquoi c'est inversé? Est-ce que ça a besoin d'être inversé? On ne peut pas nous se relier d'abord au monde pour aller ensuite vers nous? C'est trop tard pour nous? Ah non, pas du tout. Non, moi je reste... Pourquoi c'est inversé? Pourquoi vous l'avez inversé? Je reste désespérément optimiste, je suis possibiliste. Tout est possible à partir du moment où on a compris que c'est nos pensées qui peuvent changer le monde. Pour les sociétés traditionnelles, la société dans laquelle ils vivent est l'incarnation du monde du cosmos. Vous voyez, comme l'Égypte considérait que le monde dans lequel ils vivaient était la projection du ciel. Donc on voulait avoir un monde sur Terre qui était à l'unisson du monde au-dessus de nous, du cosmos. Donc pour les sociétés traditionnelles, pour eux le modèle c'est la nature, c'est le cosmos, il s'agit d'être totalement à l'équilibre. Donc c'est le patron, la grille, vous voyez le moule. D'accord. Ouais. Après effectivement il faut avoir un équilibre de soi aux autres et enfin de soi à soi. Alors il ne s'agit pas de comparer, nous on a eu un processus plus individuel. Donc on peut partir d'un équilibre de soi à soi. D'ailleurs, si on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Les gens qui sont dépressifs ne sont pas bien avec les autres, ça on le sait. Et à partir du moment où on est bien avec soi et avec les autres, eh bien la société va mieux. Ce que je constate, dans certains pays, il y a une joie de vivre qu'on n'a pas toujours en France, parce qu'on est dans le pessimisme, on est rentré en pessimistant et non pas en optimistant. Oui, non, vous prêchez pour l'optimisme. L'optimisme, si vous voulez, c'est un état, c'est pas une philosophie, c'est une façon de relationner avec le monde. Vous voyez, c'est comme la liberté. C'est une impulsion qui vous fait dire oui ou non dans une situation, au-delà de toute pression. Pour moi, l'optimisme, c'est un état intérieur qui est une façon de bien relationner avec le monde. On dit que quand on est bien, on a envie de sortir de soi, et quand on est mal, eh bien, on a envie de rentrer en soi. Donc on voit bien que les gens qui sont pas bien en eux et avec eux, ils n'ont pas tendance à vouloir relationner avec les autres et avec le monde. Donc quand on est bien, une personne amoureuse, elle a envie de le faire savoir à tout le monde. Une personne qui est mal, elle n'a pas envie de le faire savoir, elle a tendance à s'isoler. Peut-être que c'est ça qu'il faut arriver à définir, c'est peut-être ça aussi qu'on appelle le génie d'un peuple, c'est cette capacité à garder un petit état allumé de joie, de bonheur, d'optimisme, qui est une autre façon de voir le monde. Ça n'empêchera pas d'avoir des problèmes, mais des problèmes vus avec un optimisme, c'est déjà des solutions en marche. Alors que des problèmes vus avec un regard pessimiste, c'est déjà un problème qu'on a du mal à traiter. Donc première étape, déclencher ce petit génie en France, ce petit génie des peuples, et passer sur une vision optimiste du monde. Je pense que ce qui nous intéresse avec Luc Simonet, qui est le fondateur de la Ligue des optimistes, je suis d'ailleurs optimiste de la reliance, relier les savoirs, j'en profite pour saluer mon collègue Christophe Délire, qui est optimiste de la communication. Ah, entre optimistes ça paraît surréaliste, mais c'est parce que des gens ont pensé autrement que le monde a changé. C'est-à-dire que la capacité à dire non, réfléchir, c'est parfois s'opposer à ses propres pensées. Voilà. Ok, on est parti pour un monde plus optimiste. Je crois, de toute façon, comme disait Lord Byron, si tu t'en fais, tu meurs, si tu t'en fais pas, tu meurs également, alors pourquoi s'en faire? On pourrait le paraphraser en disant, de toute façon, si t'es pas optimiste, tu meurs, si t'es optimiste, tu meurs, alors pourquoi ne pas être optimiste? Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Merci à vous.